découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. L'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire est très florissante. Il ne se passe un jour sans qu'il y ait des faits nouveaux dans notre pays. Ces faits méritent des analyses pointues fournies par des personnes averties afin d'orienter et d'aider, autant que faire se peut, nos téléspectateurs dans leur critique et prise de position. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Décryptage, émission consacrée à disséquer l'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos canaux, à savoir officiel Ivoire TV et YouTube www.ivoiretv.net pour suivre toutes les émissions en direct. Pour ce numéro, nous recevons M. Noël Foy, journaliste, Romaric Noël Foy, journaliste, bonjour. Bonjour. Et également M. Sylvain Debailly, journaliste à Connexion Ivoirienne. Bonjour M. Sylvain Debailly. Bonjour, c'est CK. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Alors nous allons épiloguer au cours de cet entretien sur le nouveau gouvernement, le tout premier sous l'ère du Premier ministre Patrick Jérôme Hachi et également sur l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Alors, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Alors, votre avis? Merci, cher frère Seka. Et comme tous les Ivoiriens, on attendait depuis la semaine dernière la formation du nouvel gouvernement. Et depuis ce matin à 11h, c'est fait. Ma première remarque, c'est déjà le nombre. On a dit le nombre a évolué encore un peu plus. Sous feu Ahmed Bakayoko, où il y avait le gouvernement était composé de 41 personnes. Là, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui se sont ajoutées de plus. Nous sommes à 43 personnes. C'est le premier constat qu'on fait, c'est que le nombre a effectivement augmenté. Bon, on va regarder, c'est le premier jugement. Alors, Sylvain Debailly, votre point de vue? Oui, comme il le dit, hein, c'est d'abord un gouvernement pléthorique de par le nombre. Dans ce gouvernement, il faut aussi remarquer qu'il y a 8 femmes dans son ossature, 8 femmes ministres, ce qui fait entre 19 et 20% de représentativité féminine. Le président Ouattara avait toujours proposé... Nous allons revenir là-dessus. Voilà, 30%, mais on n'y est pas encore. Vous avez dit tantôt, sur proposition du Premier ministre, oui, c'est la formule habituelle. Nos traditions, notre coutume en matière de gouvernance veut que ce soit le Premier ministre qui propose et que le président donne son OK, mais à y regarder de près, on dirait que ce gouvernement reste vraiment un gouvernement à Alassane Ouattara. Alors vous voulez dire que le Premier ministre n'a pas eu le coup des franches? Oh ben, de par la composition même, je le dirais, je peux l'affirmer, je ne m'en doute pas. On aurait laissé Patrick Hachi à la manœuvre que des noms comme ceux qu'on a entendus depuis ces 10 dernières années ne seraient plus dans ce gouvernement, puisque la tendance était au renouvellement. C'est vrai qu'il y a... Au 109 aussi. Oui, il y a du 109, certes. Hein? Il y a 18 ministres qui sont partis, 13 nouveaux sont arrivés. C'est vrai qu'il y a eu une volonté de changement, mais un changement dans la continuité. Alors, ce que nous constatons aussi, c'est qu'il n'y a pas de l'entrée de l'opposition. Quel est votre point de vue? Bon, pour ceux qui suivaient l'actualité, c'était quand même prévisible depuis Ouattara. Le président Alassane Ouattara n'a jamais composé véritablement avec l'opposition. Moi, personnellement, ce n'est pas une surprise. Et selon les informations que nous avons aussi, lors des tractations, les conditions posées par l'opposition n'ont pas trouvé la faveur
de point de vue, n'a pas rencontré une adhésion du président. Est-ce qu'il y a eu tractation vraiment? Est-ce qu'il y a eu tractation? Selon ce qu'on a appris, on a parlé de plus en plus avant la formation de ce gouvernement d'union. C'est à ce à quoi tout le monde a espéré. Mais dans les coulisses, et on nous a dit comme ça que le PDCI avait comme premier principe pour rentrer dans ce gouvernement la libération de tous les prisonniers politiques. Je pense que c'est là que tout s'est gâté entre le pouvoir et l'opposition. C'est pour ça qu'on n'a pas constaté malheureusement l'entrée de l'opposition dans ce gouvernement qui aurait donné quand même une bouffée d'oxygène à ce que les Ivoiriens attendent depuis, un coup de fouet véritable à la réconciliation. C'est dommage. On espère que les choses vont évoluer dans le bon sens pour que tout le monde se retrouve un peu dans cette ambiance de réconciliation, parce que ça ne doit pas être dit de bout de lèvres, ça doit être un fait. Enfin, depuis 10 ans, on parle de réconciliation, mais il n'y a pas de fait majeur qui prouve que vraiment ce pouvoir, ce régime-là, veut vraiment aller à la réconciliation. C'est ce qui a été constaté encore dans le dernier gouvernement, le premier gouvernement Patrick Achiu. Alors, M. Sylvain Debaye, cette non-entrée de l'opposition dans le gouvernement est-elle un frein à la réconciliation? Non, pas du tout. Ça ne peut pas être un frein à la réconciliation. Moi, je vais vous surprendre en disant que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que l'opposition ne soit dans ce gouvernement. Là, je me réfère à une formule de Laurent Gbagbo qui disait que l'opposition s'oppose et le gouvernement gouverne. Il faut que dans ce pays, un jour, qu'on sache que quand on fait la politique, c'est pour un objectif. On fait la politique, on cherche à conquérir le pouvoir pour gouverner. Donc, quand on parle de réconciliation ou de gouvernement d'ouverture, c'est souvent des gouvernements qui viennent lorsque on est en période de crise, pour être en soit peu colmater des brèches. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara s'est mis dans la posture de quelqu'un qui n'a pas gagné les élections? Non, il s'est mis plutôt dans la posture du vainqueur des élections. Donc il a gagné les élections. Il constitue donc son gouvernement à lui. Et il n'a pas de compte à rendre à personne, sauf à la nation ivoirienne, qui, pense-t-il, l'a mis à cette place-là. Donc, pour revenir au fait, un gouvernement d'union, bon, un gouvernement de réconciliation, un gouvernement d'ouverture, c'est des termes génériques qu'on a entendus un peu partout, mais qui, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, n'ont jamais apporté de solution à ce qu'on appelle généralement la réconciliation nationale. Mais je ne pense pas que la réconciliation nationale soit forcément dans un gouvernement d'union ou dans un gouvernement d'ouverture. Il faut libérer les énergies. Pour que la réconciliation advienne, il faut libérer les énergies, il faut normaliser la vie politique. Chacun... Qu'est-ce que vous appelez libérer les énergies? Non, libérer les énergies, c'est dire il faut permettre à ceux qui ont des idées de les mettre en œuvre, d'aller à la rencontre des populations, les convaincre et non pas poser des obstacles artificiels pour que une seule personne soit toujours en vue. Alors, il faut donc normaliser la vie politique, c'est-à-dire tout ce qui est possible constitutionnellement, il faut le permettre. Il faut, d'un autre temps, donner à chaque citoyen sa liberté. Donner à chaque citoyen sa liberté, de sorte que sa liberté retrouvée, s'il veut faire la politique, qu'il fasse la politique dans les normes. S'il ne veut pas faire la politique, qu'il évolue dans son secteur d'activité et que tout se passe comme si on était comme dans un pays normal. Voilà ce que moi je pense. Alors nous allons revenir quand même sur un fait. Contrairement au dernier gouvernement, c'est-à-dire celui de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y avait pratiquement un seul ministre d'État. Alors dans ce gouvernement, nous constatons qu'il y a vraiment 3 ministres d'État. Votre avis? Non, moi je pense que la condition des gouvernements, c'est d'abord, cela relève d'abord du pouvoir discrétionnaire du président de la République. C'est à lui seul, lui qui forme son gouvernement, c'est lui qui sait quel objectif il veut atteindre, quels sont les enjeux et quel gouvernement, quelle ossature gouvernementale il veut. C'est vraiment son pouvoir discrétionnaire. Donc, qu'il y ait un ministre d'État ou 2 ministres d'État, ça n'engage que celui qui a formé son gouvernement. Ça ne pose vraiment pas de problème. L'essentiel est que ce gouvernement se mette au travail pour faire le travail pour lequel il a été formé. Alors, M. Romain, votre point de vue là-dessus aussi? Oui, et comme le confrère l'a dit, ça dépend du pouvoir, ça dépend du président. Cela dit, n'empêche que ça ressemble un peu aussi à de la récompense. On prend le cas du ministre Adjoumani,
on sait ce qu'il a représenté dans la pré-campagne, dans la campagne à la présidentielle. Et vraiment, c'est comme une récompense. Kandia Camara, elle devient la plus forte parce que depuis le décès de Bon et de Ahmed, vraiment, il fallait quand même donner un coup, une force vraiment politique à un autre leader pour la faire monter en puissance. Et je pense que là, c'est tout trouvé. Kandia, c'est une de la maison, elle connaît, elle est une dame du Serail, c'est une fidèle parmi les fidèles de Ouattara, elle était là au début. Donc cette nomination à un poste de ministère d'État, c'est comme une récompense. Et puis il y a le petit frère du président aussi. Nous allons revenir là-dessus. Alors, oui, allez-y. Dans cette ossature-là, il y a ce qu'on appelle les ministères de souveraineté. Quand vous regardez bien, ce sont des ministères de souveraineté qui sont en même temps des ministères d'État. Voilà. Et, bon, ça conforte certaines personnalités politiques dans leurs convictions. Et puis, ça donne, ma foi, une sorte de nomenclature, d'une nomenclature qu'on veut vraiment solide. Chacun pouvant jouer le rôle qui est le sien, mais 3 ministres d'État, je crois que ça ne pose pas de problème en fait. Sauf que peut-être que derrière ça, le président sait ce qu'il veut. Ok, c'est bien entendu. Alors, monsieur, une nouvelle fois, sur 43 ministres, il y a pratiquement 8 ministres femmes. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la promotion du genre tant prônée par l'État de Côte d'Ivoire? Vous l'avez dit, le constat est clair. Nous sommes à la traîne dans la promotion du genre. 8 femmes sur 43, c'est très peu. Bon, le président sait pourquoi il a fait. On aurait pu faire mieux avec 10 ou 15 femmes. Mais là encore, nous sommes à la traîne. Il ne faudrait pas, comme je le disais tantôt, à l'instar de la réconciliation, que la promotion du genre soit un vœu pieux, soit quelque chose qu'on dit comme ça, juste pour contenter la femme. Non, la femme ivoirienne, la femme moderne ivoirienne a sa place véritable dans le jeu politique, dans la gouvernance, et il faut lui donner les moyens de s'exprimer pleinement. Mais là encore, on fait un constat malheureux, et les femmes ne sont pas encore au bout de leur peine, elles doivent attendre un peu pour que demain on puisse dire que la femme a désormais une place vraiment reconnue dans la société, dans la gestion de la chose publique. Et c'est ce que je peux dire. C'est aussi le cas lors des législatives, également. Oui, mais les législatives, ça c'est un autre, je veux dire, là c'est le débat est plus sélectif. C'est-à-dire que c'est le choix des populations sur des candidats. On veut dire qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont présentées. Oui, mais ça aussi, si les femmes n'ont pas postulé, si elles n'ont pas postulé, c'est évident qu'elles ne soient pas à l'hémicycle. Les femmes qui ont postulé, beaucoup ont gagné. Nous avons le cas de notre sœur de Guitafla, la plus jeune députée à l'âge de 26 ans. C'est-à-dire qu'elle a cru en elle, elle a cru. Ça aussi, c'est aussi un débat qui concerne la femme. La femme ivoirienne doit prendre conscience de sa place. Elle doit affirmer, parce qu'il ne faut pas penser aussi que les hommes viendront vous donner comme ça, comme du pain béni, cette place. Il faut le pouvoir s'arracher, et il faut qu'elle s'organise, et pour que demain, après-demain, on puisse voir des femmes encore davantage à des postes électifs, des postes de responsabilité, et puis comme ça, ça donne aussi une certaine, j'allais dire, un certain équilibre à la gestion du pouvoir. Et nous savons, Feu Zadik, que c'est le directeur de la CECDC, avait fait de la promotion des gens un secret de son management. Un secret de son management, et ça lui a valu, ce que ça lui a valu, vraiment une place dans le management africain. Donc ça veut dire que la femme est un appui, est un socle important pour arriver à des fins nobles, à des fins, tu peux quand même donner un coup d'accélérateur au développement d'un pays. Comme le dirait l'autre, c'est que femme veut, Dieu veut. Et bien évidemment. Alors, M. Sylvain Dubaï, votre point de vue, sur 43 ministres, il y a seulement 8 femmes. Oui, vous savez, ça a toujours été la grande proclamation, la promotion du genre, la promotion de la femme. Mais à l'arrivée, femmes sur 42, ça fait entre 19 et 20%. Quand on se réfère à ce que le président Ouattara a toujours clamé, on est encore loin du compte des 30% des responsabilités aux femmes. Mais comme l'a dit mon confrère, nous n'allons pas rougir de la forte absence de femmes dans ce gouvernement.
Toujours est-il que le combat pour l'émancipation de la femme, le combat pour la promotion du genre, le combat surtout pour la promotion de la femme, doit être un combat continu, un combat permanent. Et ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent prendre la tête de ce combat. Personne ne viendra faire ce combat à leur place parce que les places s'arrachent. Les places s'arrachent. Ces femmes qui sont nommées aujourd'hui au gouvernement, pas qu'elles sont plus méritantes que d'autres, mais ma foi, c'est elles qui ont été au devant de l'actualité politique. Elles se sont engagées et aujourd'hui, entre guillemets, on dirait qu'elles obtiennent la récompense qu'elles cherchaient. C'est le lieu d'appeler toutes ces femmes qui sont cachées, qui sont de grands talents dans ce pays, qui sont là, de venir aussi, de prendre de plus en plus de risques, de s'engager, de vouloir vraiment ce qu'elles veulent et ne pas tout attendre de l'État, ne pas tout attendre des hommes, parce que sur la simple base qu'il faut promouvoir le genre, elles vont rester à ne rien faire, à ne rien pousser, à ne pas aller au front comme les autres. Il faut qu'elles se battent. Il faut qu'elles se battent. Tantôt, il parlait des femmes députées. Ah oui, mais quand on dit oui, la promotion du genre et que au moment de postuler, les femmes ne sont pas là, ben, on ne peut pas les forcer. On ne peut pas faire autrement. Celles qui sont là, si c'est le choix des populations, ben, elles seront élues. Voilà. Donc, c'est vrai, souvent on prend des décrets pour dire 30% de femmes, mais il faut que les femmes même viennent, il faut qu'elles se mettent à la bataille. Et il faut qu'elles comprennent que là où il y a la femme, il y a peut-être moins de tension. Hein, il a parlé d'équilibre, mais effectivement, il peut y avoir cet équilibre. Mais si on a une voix féminine, une voix un peu plus maternelle, je pense qu'il y a certaines situations dans ce pays qui peuvent se décanter. Donc les femmes doivent prendre conscience de leur importance, de leur rôle dans la société, et puis venir au combat comme les autres. Quand je vois ces grandes dames qui sont professeurs d'université, qui sont directeurs de société, ces grandes femmes médecins et autres, il y a des femmes de valeur dans ce pays. Il y a des femmes de valeur dans ce pays. Potentiel. Voilà, il y en a qui ont du potentiel dans nos universités, dans nos grandes écoles. Il faut qu'elles sortent de leur cachette pour dire que nous aussi, nous sommes à ce niveau, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais aussi interpeller le pouvoir parce que c'est vrai que la femme doit se battre pour arracher sa place, mais il faut aussi faire de cette promotion. Parce qu'il y a des femmes qui sont engagées et puis elles sont freinées par certaines choses, comme l'emprisonnement. On a des sœurs qui sont en prison juste pour leur opinion. Ça peut être un frein pour la femme. Voilà, il faut le libérer, il faut le permettre de lutter sainement, d'avoir toutes les places, mais il ne faut pas dire, et puis quand une femme s'engage, rapidement, le bâton est sorti pour taper là-dessus. Non. Oui, mais à ce niveau également, je vais ajouter à ce qu'il a dit. Il faut aussi dire que ce n'est pas parce qu'elles sont femmes, elles doivent le savoir, ce n'est pas parce qu'elles sont femmes que tout leur sera permis aussi. Il n'y a pas... C'est vrai qu'il y a la promotion du genre, mais la loi reste la loi pour tout le monde. Il n'y a pas de loi qui soit discriminatoire en faveur des femmes, et puis il n'y a pas de loi qui soit en faveur des hommes. La loi reste la loi. Mais ce que je comprends dans son intervention, c'est peut-être le côté arbitraire. C'est peut-être le côté arbitraire parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions, alors que quand elle mène des actions, bon, on va tout de suite les freiner. Cela me fait penser au cas de Pulseri Balé. Je ne sais pas si c'est sur ce cas-là, si c'est ce cas-là qu'il veut relever. Mais effectivement, voici une dame qui s'est battue pour ses convictions, qui s'est dressée contre ce qu'on appelait à l'époque le troisième mandat. Et puis bon, pour cette bataille-là, au nom de la réconciliation, avec tout ça, nous faisons un clin d'œil à cette on espère vraiment qu'au nom de la réconciliation, cette dame-là pourra vraiment recouvrer la liberté. Alors, dans ce gouvernement, il y a quand même assez d'effets marquants. Nous avons constaté l'arrivée de Mme Kandia Kamisuko Kamara à la tête du ministère des Affaires étrangères. Oh, je le disais tantôt, Kandia est du Sérail, Kandia est une dame qui a accompagné Ouattara dans tous les combats. Et donc, là, quand on a besoin...
Oui, c'est de ce point de vue que je parlais de rendre fort, récompense. Le président a bien voulu la rendre forte, pour qu'elle puisse quand même représenter, donner vraiment ce symbole de félicitations de la loyauté, de la fidélité, ça c'est d'abord un. Et puis, depuis le décès, comme je l'ai dit tantôt, de Amadou Bon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, qui ont été comme candidat aux premières heures de la lutte du RDR qui est devenu RHDP par la suite. Candidat à toute sa place, c'est maintenant son temps, c'est le moment. Dans un ministère de souveraineté, je pense que pour moi, c'est la juste récompense de sa fidélité. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Elle a été fidèle au président. Le président a regardé. C'est elle qui peut vraiment gérer ce poste selon ses arguments, selon sa vision, selon sa politique qu'il veut mettre en place pour le ministère des Affaires étrangères. Il a dit c'est candidat. Bon, donc c'est normal, c'est la personne indiquée pour le président et on respecte ses choix. Sylvain, votre point de vue? Non, candidat fait partie quand même de ce qu'on peut appeler les vétérans au RDR, devenu RHDP. Elle est du premier cercle d'Alassane Ouattara. Et donc, vous avez vu qu'elle a passé 10 ans au ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai que là-bas, elle a fait des résultats mi-figue, mi-raisin. Candidat Camara par-ci, par-là, tiraillé de tous les côtés, en tout cas en ce qui concerne le ministère de l'Éducation. Le président a voulu l'essayer ailleurs, parce que bon, il a peut-être constaté lui-même qu'au niveau de l'éducation, il y avait quelques failles à corriger. Et donc, un changement de poste, mais elle n'est pas cassée du tout de ce grand ministère de l'Éducation nationale. Elle retrouve un ministère de souveraineté. Elle devient ministre d'État. Je pense qu'il n'y a pas meilleure promotion pour elle. Bon, c'est à elle maintenant de prouver, parce que quand on regarde bien Alassane Ouattara vers la sortie, donc il nous faudra trouver après lui former la relève. Et ne soyez pas étonnés que candidat soit de cette relève avec son ascension de ces dernières années. Il y a aussi le cas Anne Désiré Louto, qui est maintenant ministre de la fonction publique. Oui, mais on a dit tantôt, les femmes ont de toutes les places. Anne Désiré Louto aussi a fait du chemin avec le président Ouattara. Et là, elle était au ministère de la Salubrité. Elle a quand même, on a vu ses traces, on a vu ses marques. Elle a été courageuse dans ce ministère. Elle a posé des actes forts. C'est vrai que ce n'était pas toujours apprécié par les populations, mais elle a été courageuse dans l'action, dans ce qu'il fallait faire, quand même en Côte d'Ivoire, pour quand même donner un peu d'aération à la vie, elle a dit, dans la société, dans ce qu'on faisait. Elle a fait. Aujourd'hui, elle est à un autre palier, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique et puis de la modernisation de l'administration. Je pense que avec la force qu'on lui connaît, la force mentale, le courage qu'on lui connaît, elle pourra quand même tenir ce ministère. Et c'est aussi ça, hein, la femme dont on parle, la femme qui est forte, qui prend toute sa place dans le débat, dans l'action. C'est un peu ça aussi, à nous le tout. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication. Ouf. On va féliciter ce jeune. Je dis jeune parce que nous sommes sensiblement de la même génération. C'est une nomination méritée pour nous qui avons connu le nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, un grand bosseur, quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui considère l'autre. Vraiment, il mérite ça. Vous avez aujourd'hui le président Ouattara, s'il y a un point sur lequel il ne badine pas, permettez-moi l'expression, c'est bien sûr la communication. Tout est une question d'image chez le président Ouattara. Le président Ouattara tient à son image, en interne et à l'externe. Et l'un de ces acteurs de cette image, de ce polissement, de cette affirmation de cette image du président de la République, c'est bien sûr Petit Amadou, comme on l'appelle. C'est Petit Amadou. Donc là, il revient... Pourquoi l'expression Petit Amadou? Bon, on l'appelle Petit Amadou en raison de sa relation avec Feu Amadou Bon Coulibaly. C'est quelle relation exactement?
c'est son neveu, voilà, c'est son neveu, petit Amadou, donc ils sont ensemble. C'est le neveu du premier ministre de fin, donc on appelle petit Amadou Ams pour les intimes. Bon, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que c'est un Ivoirien qui mérite sa place, qui a été nommé à la place qu'il faut. Moi, je ne doute pas un seul instant qu'il puisse prouver encore ce qu'il a fait hier auprès de Ouattara au niveau de la communication. Il connaît toute la famille de la presse, des médias, il sait comment s'adresser, il sait comment donner l'orientation selon l'objectif. Et donc, moi, je suis vraiment heureux de cette nomination. Je suis content parce que c'est vraiment la promotion de la jeunesse qui vient d'être faite comme ça, ainsi par le président Ouattara. Alors, M. Sylvain Debaï, Anne Ouloto, ministre de la Fonction publique, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, votre analyse? Oui, ben, il faut revenir quelques années en arrière pour parler de Anne Ouloto. Elle était, tout comme Kandia Kamara dans le Sérail et dans la Sana Ouattara. On a vu comment elle a bataillé dur, surtout au sein de la direction du RDR pour parler de son candidat avec cette hargne. Anne Ouloto, si vous voulez, aujourd'hui, quand on a été ministre une fois, tout devient possible. Tout devient possible. C'est un changement poste pour poste. On a vu Anne Ouloto, beaucoup ne vendaient pas cher sa peau, hein, une dame institutrice qui n'a pas été universitaire, qu'on a mis au ministère de la Salubrité et qui a fait ses preuves. Elle a eu le surnom de Maman Bulldozer, même si elle n'affectionne pas vraiment ce nom-là. Alors, ça c'était sa marque au ministère de la Salubrité. Et beaucoup l'ont félicité pour ça, beaucoup aussi l'ont en horreur pour ces destructions-là. Mais dans tous les cas, quand on a une responsabilité au niveau du gouvernement, c'est de faire le maximum d'heureux. Et je pense que ces déguerpissements, ces actions à la pelle, avec les pelleteuses et tout, ces nettoyages par là, je crois que ça a eu quand même un effet. Désormais, à Abidjan, on se méfie un peu quand même avant de construire où que ce soit. Je crois que ça, c'est à l'actif de Anne Ouloto. Au ministère de la fonction publique, qui est un grand ministère où on gère les fonctionnaires du pays, on va voir quelle est la marque qu'elle va y laisser. Si elle vient pour tout chambouler, tel un bulldozer, on verra bien ce que cela va donner. Mais je crois que ici, c'est un travail beaucoup plus technique. C'est un travail d'appoint, un travail qui nécessite vraiment de l'engagement, parce que vous avez ici non plus le petit personnel du ministère de la Salubrité, mais pratiquement plus de 100 000 à 200 000 personnes que vous gérez. Mais c'est quand même Anne Ouloto. On verra bien ce qu'elle va apporter, la touche qu'elle va apporter, mais il faut reconnaître qu'il y a du travail. Il y a du travail au ministère de la fonction publique avec ces concours qu'on décrit, les concours qui ne sont pas toujours obtenus par ceux qui devaient les obtenir. On verra bien, en tout cas on l'attend aussi sur ce chapitre-là. Vous avez parlé de Amadou, Amadou que je ne connais pas vraiment très bien dans la presse, mais selon ce que j'ai entendu dire à son sujet, c'est que c'est un jeune plein d'engagement qui est dévoué dans son métier. Et il hérite d'un grand département comme celui de la communication, qui tient donc l'image de marque de toute l'ossature gouvernementale, autant bien, comme il a dit, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ma foi, on a souvent vu de grandes autorités, de grands cadres à ce poste, mais dont finalement le travail attendu n'a pas toujours été à la hauteur quand on se met du côté des journalistes que nous sommes. C'est vrai, quand on a de nouveaux locataires... Surtout que c'est votre ministère, c'est notre ministère de tutelle. Quand on a de nouveaux locataires qui arrivent, on est toujours heureux de voir les réformes qu'ils vont apporter, mais à la sortie,
On est toujours au point de départ, rien ne bouge véritablement. Alors, est-ce qu'il vient pour vraiment booster les réformes dont on a besoin, surtout, je parle en tant qu'acteur de la presse, en tant que journaliste, ou alors vient-il simplement pour laver et pour s'occuper de l'image du gouvernement auquel il appartient? Je crois qu'il lui appartient à lui de donner une orientation. Il a la confiance du gouvernement, il a la confiance du chef de l'État qu'il a nommé. Il est jeune, comme il le disait tantôt. C'est donc un ambassadeur de la jeunesse, puisque cette jeunesse-là qui revendique sa place, si Amadou réussit, c'est que tous les gouvernements qui vont venir devraient de plus en plus faire confiance aux jeunes. Je crois que c'est un connaisseur du domaine, mais on attend quand même de grandes réformes. On attend de grandes réformes, surtout sur la presse, sur les médias. Vous êtes une télévision en ligne. Les réformes qui sont là ne vous permettent pas aujourd'hui d'être devenu une télévision d'envergure à cause de ce que je pourrais appeler des textes qui constituent encore un blocage. Je pense qu'il y a aussi ici dans ce département du travail à faire pour donner plus de visibilité à l'action gouvernementale dans ce qui nous concerne spécialement. La presse papier qui est aujourd'hui dans un état délétère en ce qui concerne l'environnement économique et financier, il faut faire quelque chose. Alors nous allons parler d'un fait très marquant, c'est celui du ministère de la Défense. Ce ministère a été attribué à Tiéné Brahima, qui semble-t-il est le petit frère du président de la République. Alors, votre point de vue? Oh oui. Déjà, il faut dire que depuis la maladie et le départ définitif le décès de Ahmed, il était le ministre de la Défense par intérim. Donc, je pense que c'est d'abord une confirmation de ce poste. Mais ce qui gêne beaucoup dedans, c'est sa proximité avec le président de la République. Ça donne le sentiment d'une gestion familiale de la chose publique, et c'est ce que beaucoup ont dénoncé depuis, mais le président tient tête, il fait fi des critiques, et il a maintenu son petit frère, photocopie du fait de la ressemblance qu'il a avec son aîné. Bon, je veux aussi que le président a voulu, permettez-moi l'expression, confier le fusil de la République à son petit frère pour dormir des deux oreilles, certainement. Donc, on espère qu'il sera à la hauteur de celui qui vient remplacer, c'est-à-dire Feu Ahmed Bakayoko, qui avait quand même une relation un peu plus fusionnelle avec l'armée. On le voyait partout. Avec l'armée, il savait parler. On espère qu'au-delà du fait qu'il a ce boulet au pied d'être le petit frère du président de la République, il saura, comme on l'a dit, imprimer sa marque, impacter ce ministère, et qu'on n'ait pas le sentiment que c'est une gestion familiale, c'est une gestion, il a dit, clanique de la chose publique. C'est ce qui me gêne dans la nomination, c'est ce qui gêne beaucoup d'Ivoiriens dans la nomination de Bourahima. Mais on va attendre de voir, parce que de voir ce qu'il pourra faire, ce qu'il pourra donner, il peut aller un peu plus loin dans les critiques. Mais pour le premier point, je dis que du fait de sa relation avec le président, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour taire un peu les critiques, parce que c'est la chose de tout le monde qu'on gère, c'est la chose républicaine. Il faut tenir compte des avis contraires aussi. C'est très important quand on gère la chose publique. Ezébaï, votre point de vue? Oui, les Ivoiriens l'ont vu. Ils ont vu Tiéné Brahima, il n'est pas un homme nouveau. Il n'est pas un homme nouveau. Cela me ramène à ce titre d'un confrère qui a écrit lorsqu'il a été mis à l'intérim à la Défense. Tiéné Brahima, de l'ombre à la surface. Voilà, de l'ombre à la lumière plus exactement. Donc c'est quelqu'un qui a toujours évolué dans l'ombre de son aîné, de Alassane Ouattara, depuis l'opposition jusqu'à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Il a été
directeur des affaires administratives et financières de la présidence. Je crois qu'il a eu le titre, qu'il avait aussi le titre de ministre. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours été, qui a évolué dans ce rail-là, et qui vient aujourd'hui à la lumière. Et ce que les Ivoiriens qui parlent, ce qu'ils dénoncent, ce n'est pas tellement le fait que ce soit le petit frère qui vienne au ministère de la Défense, mais c'est peut-être un passé qui, peut-être ma foi, milite en faveur de ces critiques-là. Qu'a-t-il fait en étant dans l'ombre? Vous voyez, quand les médias vous portent, quand les médias s'intéressent à vous d'une certaine façon, de façon pas toujours améliorative, il y a que des gens commencent à douter de vous, et quelle que soit votre compétence, quel que soit ce que vous allez faire, il y a toujours ces critiques qui sont portées. Téné Birahima n'est pas un homme nouveau, comme je le disais, et donc c'est connaissant peut-être son passé, qu'il soit glorieux ou lugubre, que certains formulent des récriminations. Mais il hérite d'un département aussi, un ministère d'État, un ministère de souveraineté, un ministère de la Défense. J'ai déjà lu quelque part les différents chefs de l'armée qui, de façon unanime, lui apportent son soutien et leurs félicitations. Donc, je crois que on le verra à l'œuvre, Mais ce qu'il y a peut-être à craindre, bon, les gens parlent souvent du scénario François Compaoré, avec dans le régime de Blaise Compaoré, bon, ce rôle de méchant qu'a joué François Compaoré. Est-ce que Téné Birahima va être François Compaoré, ou alors va-t-il être le Raoul? Quand je parle de Raoul, je parle de Raoul Castro. Est-ce que c'est un Raoul qu'on prépare? En Côte d'Ivoire, est-ce que les esprits sont préparés pour une dynastie, c'est-à-dire une succession au sommet de l'État de façon familiale? Je crois que les Ivoiriens que nous connaissons ne sont pas peut-être préparés à cet esprit-là. Et si c'était cela, le but visé, je crois qu'il faut vite abandonner peut-être cette option, bien ce rêve, qui, ma foi, risque encore d'envenimer la situation. Mais je ne crois pas que le président ait cela dans ses ambitions. C'est justement cette crainte que j'affirmais de la part des Ivoiriens. Cette gestion, j'allais dire, clanique, comme vous l'avez si bien dit, les Ivoiriens ont le sentiment qu'on prépare Birahima à une certaine succession. Avant même d'atterrir au ministère de la Défense par intérim et puis aujourd'hui confirmé, certaines informations faisaient cas de ce qu'il lorgnait la vice-présidence. Je pense que le président a trouvé ça trop gros de donner à son petit frère cette vice-présidente, mais il faut passer par une autre case pour atteindre ce but. Et si, comme on l'a dit, si c'était ce qui était ambitionner le régime, ce serait quand même déplorable, ce serait quand même pas bien dans une république où on a trop de valeurs, trop de cadres, même au sein du RHDP, qui peuvent remplir pleinement cette mission, même la mission de succession au président Ouattara. Il y a trop de cadres, il y a trop d'intelligence qui peuvent valablement remplacer Ouattara s'il n'est pas aux affaires, mais pas forcément quelqu'un de la famille. La famille, on ne gère pas la politique en famille, la chose publique en famille. C'est comme si vous me dites aujourd'hui, tous ces ministres que nous venons de nommer, que le président vient de nommer, c'est vrai, ils ont des cousins, ils ont des petits frères qui peuvent aussi valablement servir à ces postes dans le ministère. Mais on parle de népotisme quand c'est comme ça. Donc, il ne faut pas donner le sentiment de pratiquer le népotisme. Ça va créer des frustrations aussi au sein des populations, au sein de la nation. Nous n'avons pas besoin encore de frustration parce que nous avons connu une histoire douloureuse du fait de cette frustration, du fait de cette injustice, du fait de ces pratiques-là qui ont donné le sentiment qu'il y avait des Ivoiriens qui étaient privilégiés et d'autres ne l'étaient pas. Donc, très vite, abandonnons ces méthodes pour faire place à la République, pour faire place à tous les principes républicains. Oui, et puis je voulais ajouter que dans la gestion d'un État, c'est vraiment la confiance entre les hommes. Et il faut bâtir cette confiance-là. Il faut bâtir la confiance.
Et on ne peut pas nommer des gens autour de soi et puis ne pas leur faire confiance. C'est-à-dire, autant on fait confiance à Birahima, autant on doit faire confiance à Kandia ou à Patrick Hachi. Il faut que cette confiance soit mutuelle. C'est lorsque il y a un problème de confiance que ce genre d'aventure-là devienne très dangereuse pour l'État. Je parle de cette confiance-là en me référant au cas angolais. Le président Eduardo dos Santos qui sortait et qui a pensé qu'en nommant, en se faisant succéder par un membre influent de son parti, allait quand même garantir ses vieux jours. Mal lui en pris. Je trouve que c'est celui-là même à qui il a fait confiance, qui aujourd'hui malmène un tant soit peu la famille dos Santos à travers sa fille. Donc en fait, c'est cela, la confiance. Il faut la bâtir, il faut mettre les hommes clés au poste clé, de sorte que chacun dans son département puisse bâtir, et surtout en ayant en idée l'intérêt général. Alors, M. Romaric Nwafwa, on a l'impression dans ce nouveau gouvernement qui vient d'être constitué qu'il y a un poste qui n'est pas encore occupé, celui du vice-président de la République. Oui, il y a longtemps que ce poste n'est pas occupé. Et... On s'entendait quand même cette fois-ci à ce que ce poste soit occupé. Oui, mais on attend toujours, malheureusement, on ne sait pas trop pourquoi. Pourtant, il y a le poste de la présidence du Conseil économique et social qui vient d'être occupé par l'ancien ministre de la Santé. On se disait, d'une pierre plusieurs coups, le président allait combler ce vide-là. Mais on attend, peut-être que, comme le disait, il n'a pas encore eu la personne en qui il va avoir confiance pleinement pour le nommer à ce poste. Mais on attend, mais c'est pas, je veux dire que il y a trop longtemps que ce vide est là et il faut le combler très rapidement pour que toutes les institutions vivent pleinement ce pourquoi elles ont été créées, ce pourquoi elles sont là. C'est très important d'animer les institutions qu'on a soi-même librement mis en place. Alors, SDBI, votre point de vue? Non, sur le sujet, je voudrais d'abord dire que du point de vue légal, il n'y a pas de délai qui soit imparti pour la nomination du vice-président. La loi dit simplement que le vice-président est nommé par le président de la République élu en liaison avec le Parlement. Donc, on va dire que le Parlement étant maintenant installé, je crois que la procédure pour la nomination d'un vice-président va être aussitôt enclenchée. Et que dans les jours à venir, on devrait s'attendre à ce que le décret de nomination soit pris. Cela dit, ce vide-là que nous avons constaté est quand même assez, je dirais, c'est la conséquence de ces différents chamboulements qui interviennent souvent dans les tests, dans la Constitution. On est parti d'un vice-président élu sur un ticket que le président de la République. Quelques mois seulement après, on est revenu là-dessus, on dit non, que le vice-président n'est plus élu, mais il est nommé par le président de la République. À la pratique, on se rend compte que c'était beaucoup plus difficile qu'on ne le croyait, et nous y sommes. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur ivoiretv.net et vous êtes à votre émission Décryptage. Nous recevons aujourd'hui M. Romaric Nwafwa, journaliste, et également Sylvain Debailly, journaliste à Connexion Ivoirienne. Alors, messieurs, le 31 mars 2021, la CPI a définitivement acquitté le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Votre analyse? Oui, c'est, je dirais, la conséquence directe de tout ce processus qui a été mené depuis novembre 2011 jusqu'à ce jour. Voyez-vous, c'est la première fois en Afrique, je dirais même dans le monde, si nous consultons les archives, qu'un président en exercice est enlevé du pouvoir et puis directement transféré à la CPI. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Laurent Gbagbo? Le 29 novembre, il est transféré. Et Charles Blé Goudé, quelques années plus tard,
Et c'est maintenant que l'on va chercher à constituer les preuves, ce qui a fait que finalement, pour une détention préventive, elle a été plus longue que prévu. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé libérés, c'est donc la conséquence de toute cette précipitation-là. Est-ce qu'à son temps, il fallait transférer Laurent Gbagbo dans ces conditions-là? L'État de Côte d'Ivoire, incarné par Alassane Ouattara, a toujours dit qu'en ce moment, il n'y avait pas de juridiction, puisque nous sortions d'un chaos, la justice, l'appareil judiciaire n'était pas au point pour pouvoir juger Laurent Gbagbo, donc il fallait le transférer à la CPI. Lui-même est allé devant certains médias internationaux dire que Laurent Gbagbo ne s'en sortira pas, c'est un criminel. On arrive à la confirmation des charges, déjà il y a un premier signal. Il y a un premier signal, Fatou Bensouda, la procureure, qui poursuit. Et donc, dans le droit anglo-saxon qui est appliqué à La Haye, on lui demande de fournir des preuves. Le premier couac, elle est ramenée à ses copies. Déjà, c'était un premier signal. Là où on lui demandait de compléter ces éléments de preuve, c'était là le premier signal qu'on n'a pas vu venir. Ben, elle est revenue, elle a trouvé des documents, elle a complété son dossier, et puis après, on arrive à la confirmation des charges. Voyez-vous, cela fait pratiquement 10 ans. C'est un procès historique, 10 ans de procès, et au bout desquels l'on n'a pas pu prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo. En tout cas, en ce qui concerne les 4 événements qui étaient identifiés, l'attaque sur la RTI, le bombardement du marché Siaka Kone d'Abobo, les événements de Yopougon après la chute de Laurent Gbagbo, l'assassinat de 7 femmes, etc. Sur tous ces dossiers-là, la CPI a dit que les preuves n'étaient pas suffisantes. Alors, M. Noël, votre point de vue? Oh, mon point de vue, il est simple, hein, il est celui d'un Laurent Gbagbo qui sort grandi d'un procès dans lequel certains nous disaient déjà ici en Côte d'Ivoire qu'il ne reviendrait plus. Certains même avaient déjà donné le verdict de 30 ans que Laurent Gbagbo allait couper. Mais l'homme est resté serein, laissé droit dans ses bottes. Il a dit qu'il ira jusqu'au bout. Et il a ido jusqu'au bout parce que certainement qu'il a le sentiment de n'avoir rien fait, si ce n'est que défendre sa part de vérité. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, la justice internationale lui a donné raison. On ne peut que faire le constat à la joie de beaucoup d'Ivoiriens qui l'admirent pour l'histoire qu'il a eue avec ces Ivoiriens, pour l'histoire qu'il avait à chaque Ivoirien et toute la terre de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le ministère de Goudé. Oui, c'est tout comme. C'est tout comme. Puisque c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le procureur même qui a jumelé les deux dossiers, qui a confondu les deux dossiers pour qu'on n'ait plus vu. Donc c'est quand je dis Charles Blé Goudé, que je dis Laurent Gbagbo, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est deux hommes qui ont une histoire avec la Côte d'Ivoire, qui ont cru qu'ils n'avaient rien fait et qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout pour défendre leur cause avec Hong. Aujourd'hui, l'histoire, le verdict leur a donné raison. Ils reviennent grand de la CPI, ils reviennent fort de la CPI. Beaucoup d'Ivoiriens attendent maintenant le retour de ces deux enfants qui sont partis, qui selon moi, de mon avis, ne devaient pas être là-bas. Parce qu'on pouvait régler ce problème ici entre nous. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape, l'étape de la libération. Désormais, nous attendons le retour au pays. C'est mon commentaire. Alors justement, concernant le retour, selon vous, de qui va dépendre leur arrivée en Côte d'Ivoire? De la CPI, de l'État de Côte d'Ivoire? Vraiment, c'est des... Bon, moi je pense que c'est des deux, aussi bien de la CPI que de l'État de Côte d'Ivoire. Faut pas se voiler la face, puisque c'est vrai que le greffe de la CPI va prendre des dispositions, quel que soit le pays où Laurent Gbagbo voudra partir. Il faut bien que les autorités de ce pays aient un regard bienveillant sur ce dossier. C'est pas n'importe qui vient, c'est Laurent Gbagbo, ancien président, ancien opposant historique. C'est Charles Blé Goudé qui a été aussi le leader d'une galaxie très puissante en Côte d'Ivoire. Donc tout ce retour-là se prépare.
il faut contenir le monde qui va venir, il faut la sécurité, certainement. Il faut trouver des contours politiques à ça, surtout qu'à Côte d'Ivoire, déjà, ils seront attendus par un... ok. Donc, je veux dire qu'il faut bien qu'on prépare l'arrivée de ces deux gros bras de la politique ivoirienne. Alors, SDBaye, selon vous, de qui va dépendre leur arrivée en Côte d'Ivoire? Oui, c'est ce qu'il a indiqué, des deux parties, mais en plus, il faut ajouter les acquittés eux-mêmes, donc 3 parties, parce que les acquittés, ici, c'est à eux de dire où ils veulent aller, s'ils veulent aller au Ghana, s'ils veulent aller au Cameroun, mais je ne pense pas qu'ils aient une autre destination que la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo l'a toujours dit, Charles Blé Goudé l'a toujours dit, aller dans mon pays. Donc, ils n'ont pas autre destination que la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas autre destination que Abidjan. Maintenant, la CPI intervient parce que c'est le statut de Rome qui le prévoit à travers donc son greffe, qui va donc se mettre en rapport avec les acquittés eux-mêmes et se mettre en rapport avec l'État de Côte d'Ivoire, qui était donc partie prenante à ce procès, de régler la question du retour. L'État de Côte d'Ivoire, qui doit les recevoir, doit garantir la sécurité, voyez-vous. Et donc, comme Omar le disait tantôt, c'est quand même une autre personnalité qui revient dans son pays, mais dont le retour ne plaît pas forcément à tout le monde. D'où la question de la sécurité, qui est une question majeure ici. Donc, c'est un retour qui prendra peut-être du temps, mais qu'il faut organiser conformément à toutes les normes en la matière. Et je pense que si tout le monde collabore bien, il n'y a pas de raison que Laurent Gbagbo soit en Côte d'Ivoire avant la fin de cette année. Mais il faut permettre également ce retour. Comme vous me demandez tantôt de qui va dépendre, ça va dépendre aussi fortement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Je crois qu'eux, ils ont déjà exprimé leur volonté de rentrer. Il y a Charles Blé Goudé qui s'est exprimé aussitôt pour donner son point de vue. Et quand on l'écoute, il est dans une bonne disposition d'esprit. Il appelle au pardon, il appelle à la repentance. C'est un Charles Blé Goudé transformé, non pas par la souffrance de la CPI, mais qui a pris conscience de son rôle dans la Côte d'Ivoire de demain et donc qui anticipe les événements. Donc, je crois que, de mon point de vue, à leur niveau, il ne devrait pas avoir de problème puisqu'ils vont continuer dans ce discours rassembleur-là. Laurent Gbagbo, comme on le connaît, c'est une personnalité qui a toujours su prendre de la hauteur vis-à-vis de ses concitoyens. Et donc, je crois qu'il n'a encore rien dit, mais je pense que le jour où il parlera, on écoutera un grand Laurent Gbagbo, ce grand harangueur de foule, ce monsieur qui a toujours le verbe juste, qui est donc, ce qu'on retient, c'est que les deux veulent entrer au pays et il faudrait que la CPI, l'État de Côte d'Ivoire, fasse tout pour que ces deux personnalités politiques puissent entrer en Côte d'Ivoire. Bien entendu, c'est nécessaire. Monsieur Romaric Foua, est-ce que l'arrivée de ces deux personnalités va impacter le paysage politique ivoirien? Mais c'est comme si vous me demandez une vérité évidente. On le disait tantôt, c'est pas n'importe qui vient. C'est Laurent Gbagbo, ancien président, qui a géré les affaires pendant 10 ans. C'est Charles Blé Goudé, bras droit du président Laurent Gbagbo, qui a mobilisé, un grand mobilisateur. Bien, forcément, que ça va forcément rebattre les cartes politiques en Côte d'Ivoire. Le jeu va changer, le jeu va se reconfigurer. Ça, c'est comme ça. Et ça va de soi, D'abord, au sein même de la formation politique de Laurent Gbagbo, le FPI, qui est scindé en deux depuis. Il va falloir déjà recomposer ce paysage-là en interne. Et puis, au plan, national, Laurent Gbagbo, même s'il ne vise même plus peut-être le fauteuil, mais qu'il apporte sa bénédiction, son onction à un candidat, ça peut changer la donne. Forcément, ça va impacter. Ça va aussi redonner de la vigueur à certains qui étaient un peu déçus de la politique en Côte d'Ivoire, ceux qui ne partaient plus voter, ceux qui ne partaient plus se faire enrôler, du fait que, selon eux, Laurent Gbagbo a été injustement accusé et déporté. Donc, tout cela vont avoir un regain d'espoir, un regain d'intérêt
par rapport à la politique au plan national. Donc, au niveau de la réconciliation, comme Debailly, je lui emprunte son mot, ça va libérer les énergies positives sur la Côte d'Ivoire. Elle va diminuer un peu de rancœur, ça va diminuer un peu de colère, de frustration, parce que Laurent Gbagbo, c'est un leader. Pour certains, le trouver derrière les barreaux, c'était une raison vraiment énorme pour être frustrés, pour ne pas jouer pleinement leur rôle dans la vie de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que ça va impacter sérieusement les choses en Côte d'Ivoire. Alors, M. Sylvain Debailly, votre point de vue sur cette question? Je crois qu'il a décrit toute la situation. Mais en plus de ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est d'abord deux personnalités politiques. D'abord deux personnalités politiques qui ont marqué le passé politique ivoirien, qui ont marqué le présent politique ivoirien et qui marqueront à coup sûr le futur politique de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est indéniable. Mais moi, je vois un Laurent Gbagbo et un Charles Blé Goudé changer la donne. Aujourd'hui, quand on regarde Laurent Gbagbo du côté du FPI et de la plupart de ses partisans, bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on se met du côté de ceux qui sont au pouvoir, des partisans du pouvoir, je peux parler du camp Ouattara, à ce niveau, il y a problème. Il y a problème parce qu'ils n'acceptent pas encore le verdict que la CPI a donné. Est-ce que, pour eux, Laurent Gbagbo reste le grand criminel, celui qui a tué les partisans de Ouattara, quel que soit le verdict, quel que soit le cours de justice dans lequel ce litige sera réglé et que le vertige sera toujours le même, ils auront toujours à redire sur ce procès. Donc c'est ceux-là qui doivent être impactés par la présence de Laurent Gbagbo. Et moi je vois ce grand monsieur-là tenir un grand discours où ceux qui le considèrent comme le bourreau se ramènent quand même à la réalité pour dire attention, nous avons tant accusé ce monsieur, mais on dirait que. Voilà. Et ça c'est ivoirien. Ça, c'est ivoirien et on attend ce jour-là. Alors, les deux veulent vraiment venir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Pourtant, ils sont condamnés ici à 20 ans de prison. Alors, selon vous, est-ce que dès qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils seront conduits à la Maca? Je ne sais pas trop. Écoutez, ce procès-là, ce qu'on appelle la condamnation par contumace, c'est-à-dire qu'il n'était pas là. Ouais. Vous savez, pour qui a suivi Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a toujours dit que je n'ai jamais peur de la justice. Il a même dit devant la CPI que tu me reproches quelque chose, tu t'assois là, je dis ma part de vérité, tu dis aussi ta part de vérité, puis le juge tranche. Donc de ce point de vue-là, moi je ne vois pas de problème. Si l'option du président Ouattara est de prendre Laurent Gbagbo à l'aéroport et de l'amener à la Maca pour faire plaisir à certains de ses partisans, ok, on ira devant le juge, mais pour être pragmatique, je crois que c'est le statut de Rome même qui le dit, que le même crime ne peut pas être jugé deux fois. On ne pourra plus juger Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité. On ne pourra plus juger Laurent Gbagbo pour viol, meurtre, etc. C'est justement pour cela que ce procès-là a été intenté en Côte d'Ivoire. La casse de la BCEAO. La casse de la BCEAO pour contourner, parce que les gens, tellement ils ont mal ficelé leur dossier, ils voyaient déjà venir cette défaite judiciaire. Hein. Donc, il fallait préparer quelque chose. Mais aujourd'hui, tout cela s'écoule comme des châteaux de cartes. Vous voyez, moralement même, est-ce que, moralement, politiquement, sociologiquement, est-ce qu'il serait bien aujourd'hui de prendre Laurent Gbagbo à l'aéroport, quelqu'un qui a été acquitté par la CPI et le ministre Charles Blé Goudé, puis les amener à la Maca? Que retiendrait le monde entier d'Alassane Ouattara qui aime tant tenir à son image? Je crois que les choses vont s'arranger. De mon point de vue, les choses vont s'arranger. La CPI aura sa partition à jouer. Les acquittés eux-mêmes auront leur partition à jouer et les choses vont aller en s'apaisant. Alors, monsieur Romaric, une nouvelle fois, votre point de vue là-dessus? Bon, moi, la question que je me pose, est-ce que c'est dans l'intérêt même du régime d'arrêter ces deux leaders-là pour les mettre en prison? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire d'arrêter encore ces deux leaders qui viennent de sortir regardez, d'un procès long de 10 ans? Est-ce que c'est au point de vue image, comme il a dit tantôt, c'est politique, c'est important pour la Côte d'Ivoire, pour le tissu social de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça n'a pas
déchirer encore le tissu social de la cohésion en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est cette lecture qu'il faut faire. Il ne faut pas aussi s'arc-bouter sur une justice dont certains disent aux ordres pour essayer de donner un coup de frein à la paix en Côte d'Ivoire, à la cohésion en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant. La Côte d'Ivoire a besoin de tourner une page, la page de cette page sanglante. Et le retour, comme je le disais tantôt, le retour de Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé va essayer de vraiment libérer ces énergies positives. On n'a pas besoin de ça. On peut passer à autre chose. Et je pense que le président Ouattara en est conscient. Je ne suis pas sûr que dans cette nouvelle posture, où il y a eu une présidentielle qui a été surchauffée du fait de ce que certains lui contestaient, déjà même le fait qu'il soit candidat, où il y a eu, on vient de sortir aussi d'une élection législative relativement calme. Donc on a amorcé un autre virage. Et ce virage, il est important de garder le cap. Il est important parce qu'aujourd'hui, il est dans une posture où s'il y a un problème, ce sera le régime qui sera mis en cause et non Laurent Gbagbo. Hier, Laurent Gbagbo était à la présidence, c'était plus facile pour l'opposition d'attaquer. Aujourd'hui, le président Ouattara se trouve dans la même posture que Laurent Gbagbo. C'est à son avantage en tant que, comme on le dit de façon triviale et caricaturale, que c'est en tant que père, tu n'as pas besoin que ta maison soit toujours surchauffée. Tu dois te donner les moyens de créer un climat de paix, un climat apaisé pour que la famille vive dans la sérénité, pour que la famille s'épanouisse encore un peu plus. Moi, je pense que c'est la meilleure posture qu'il peut adopter actuellement. C'est vrai, on a vraiment tout ce qu'on peut, c'est que tout le monde veut vraiment le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et on veut vraiment la paix et la réconciliation. Nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Alors, rapidement, en une minute, M. Débaye, votre mot de fin. Non, dire que, comme mot de fin, que nous pensions, que nous pensions tous. Dire que politiques, journalistes, hommes de droit, hommes de lettres, tous autant que nous sommes ivoiriens et il faut penser à l'intérêt général. Comment construire un avenir meilleur, comment construire un état de droit, cela doit être une préoccupation de tous les jours. Aujourd'hui, le régent s'appelle Alassane Ouattara, c'est son parti qui gouverne selon son vouloir. Ce qui n'a pas été possible hier sous Laurent Gbagbo, qui n'a pas eu du tout le temps de construire sa politique, de mener la politique pour laquelle il avait passé toute sa jeunesse à lutter politiquement. Arrivé au pouvoir, il a été freiné dans son élan par une rébellion. Je crois que tout cela doit être aujourd'hui derrière nous et penser au futur. Parce que si, d'aventure, nous devions léguer ces vilains ressentiments, la rébellion, les outrages, le mal-vivre, la corruption et tout ça, si nous devions léguer ça à la génération future, je crois que notre responsabilité là, on ne l'aura pas joué pleinement. C'est pourquoi je milite pour que, en tant qu'Ivoirien, de dire qu'il ne faut pas avoir peur. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui viennent d'être acquittés, il ne faut pas avoir peur pour la Côte d'Ivoire. Ce sont deux Ivoiriens qui ont été mal compris à un moment donné de notre histoire. Je pense que cette histoire-là, nous sommes en train de la construire, nous devons écrire une nouvelle page. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ayant subi 10 ans de privation de liberté, savent aujourd'hui mieux que ce que coûte la liberté. Laurent Gbagbo a toujours milité pour la liberté et aujourd'hui, cet emprisonnement-là, je crois que va mettre un plus sur sa vision. Et donc, c'est des Ivoiriens qui arrivent. Il faut permettre qu'ils viennent. Il faut bannir toute idée de peur parce que je crois que, en toute chose, nous devons aussi penser aux victimes de ces longues crises que nous avons traversées. Et ces victimes-là, je pense que dans un élan d'ensemble, ces victimes peuvent trouver gain de cause. Moi, je vois une loi nationale sur les victimes qui donne vraiment, qui fasse vraiment des réparations, en tout cas importantes. À la fois réparation institutionnelle, réparation individuelle,
pour que chacun puisse y trouver son compte. Parce que tous ceux qui ont peur là, je crois que ce sont les victimes des deux camps, bien entendu, parce qu'on a l'impression que les victimes se trouvent dans un camp, c'est-à-dire le camp du pouvoir. Non, il y a eu beaucoup de victimes de part et d'autre, et c'est à toutes ces victimes-là il faut passer. On vous a bien compris. Alors, M. Romaric Nolfoy. Oh, mon mot de fin, c'est que nous venons de prendre connaissance d'un gouvernement pléthorique avec une candidature qui est devenue plus forte, avec Brahima Photocopie qui a la lumière, avec Adjoumani encore qui prend plus de volume. On constate aussi qu'il n'y a seulement que 8 femmes, donc on est encore à la traîne sur ce point. Il faut à l'avenir remédier là-dessus. On a aussi la joie de beaucoup d'Ivoiriens relativement à la libération de Laurent Gbagbo. On a aussi l'ancien ministre qui est quand même déchargé de la santé, qui est déchargé, qui va aller un temps soit peu en griffe se reposer parce que vraiment il a fait beaucoup aussi lors de la crise sanitaire. C'est vraiment une récompense pour lui d'aller se reposer tranquillement au Conseil économique et social. Et puis, pour revenir à la Côte d'Ivoire, je ne serai pas long parce que pendant ces années de turbulence, pendant ces années de braise, chacun de nous a pu constater le prix de la paix. Le prix de la paix, c'est très important. Je pense qu'on n'a pas besoin forcément de suivre les hommes politiques, de suivre la politique pour connaître le sens de la paix, pour connaître le sens, la valeur de la paix en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on va remémorer cette phrase de Feu Félix Houphouët-Boigny qui disait « La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». C'est sur ce, je vais m'arrêter. Voilà, chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, c'est sur ces mots que prend fin notre émission Décryptage. Nous recevions pour vous M. Romaric Nolfoy, journaliste, et également M. Sylvain Debailly, journaliste à Connexion Ivoirienne. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Encore que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.